Baignant dans la lumière brillante d'un soleil lointain, la forêt vivait et respirait. Elle captait la présence de ce vaisseau qui venait d'apparaître après avoir traversé les brumes légères de la haute atmosphère. Cependant, son hostilité systématique envers cette chose étrangère ne s'accompagna pas immédiatement d'alarme. Sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés, ses racines s'entrelaçaient sous la terre et les cimes de ces innombrables arbres se balançaient nonchalamment sous les multiples caresses d'une brise paresseuse. Au-delà, s'étendant par les collines et les montagnes et tout au long d'un bord de mer presque interminable, se dressaient d'autres forêts, toutes aussi vastes et puissantes qu'elles-mêmes. Aussi loin que sa mémoire remonta, la forêt se souvenait d'avoir protégé le sol d'une menace quelque peu inintelligible. La nature de cette menace commençait maintenant à lui apparaître. Elle provenait de vaisseaux analogues à celui qui, présentement, descendait du ciel. La forêt ne parvenait pas à se remémorer clairement la façon dont, dans le passé, elle avait réussi à assurer sa défense, mais elle se rappelait nettement qu'elle avait dû se battre. Au fur et à mesure qu'elle devenait plus consciente de l'approche du navire filant au-dessus d'elle dans un ciel gris-rouge, ses feuilles se murmurèrent le récit sans âge de batailles livrées et remportées. Des pensées, dans leur course lente, se répandaient tout au long des canaux sensoriels et les branches maîtresses de milliers d'arbres se mirent à trembler presque imperceptiblement. L'étendue de ce frémissement, en affectant bientôt tous les arbres, créa graduellement un son, puis une sensation de tension. Tout d'abord, ce fut presque insensible, telle une brise musardant au travers d'un vallon verdoyant. Mais bientôt, cela prit de l'ampleur et acquit de la substance. Le son se fit envahissant, et la forêt tout entière se dressa, vibrante d'hostilité, guettant l'arrivée de cet engin dans le ciel. Elle n'eut pas longtemps à attendre. Le vaisseau grandit, infléchissant sa trajectoire. Maintenant qu'il s'était rapproché du sol, sa vitesse et sa masse se montrèrent plus grandes qu'elle ne les avait tout d'abord jugées. Il plana, menaçant, au-dessus de la forêt proche, puis s'abaissa encore, insoucieux de la cime des arbres. Des taillis s'enflammèrent, des branches se rompirent et des arbres entiers furent balayés comme s'ils n'étaient que des êtres insignifiants, sans poids ni vigueur. Le vaisseau continuait sa descente, s'ouvrant un chemin au travers de la forêt gémissante ou hurlante sur son passage. Il se posa, s'enfonça lourdement dans le sol, 3 kilomètres après avoir frôlé sa première cime. Derrière lui, la trouée d'arbres brisés frémissait et palpitait dans la lumière du soleil. Un long et droit chemin de destruction se dessinait maintenant. La forêt s'en souvint brusquement. Ce n'était là que la répétition de ce qui s'était déjà produit dans le passé. Elle commença de s'amputer des secteurs atteints. Elle fit refluer sa sève et stoppa son frémissement dans l'air affecté. Plus tard, elle enverrait de nouvelles pousses pour remplacer ce qui avait été détruit. Mais pour le moment, elle acceptait cette mort partielle qu'elle avait subie et connaissait la peur. C'était une peur teintée de colère. Elle endurait ce vaisseau, gisant sur ses troncs écrasés, sur une partie d'elle-même qui n'était pas encore morte. Elle sentait le froid et la dureté des parois d'acier, et sa peur, comme sa colère, s'accrurent. Un chuchotis de pensée se propagea le long de ses canaux sensoriels. « Attends, » disait cette pensée, « il y a en moi le souvenir du temps où d'autres vaisseaux semblables à celui-ci vinrent. » Sa mémoire, cependant, refusait de s'éclaircir. Tendue, mais incertaine, la forêt se prépara à mener sa première attaque. Elle se mit à croître tout autour du vaisseau. Il y avait bien longtemps qu'elle avait pris conscience de ses formidables pouvoirs de croissance. C'était à une époque où elle était encore loin de sa superficie présente. À ce moment-là, un jour, elle s'aperçut qu'elle allait bientôt se trouver en contact avec une autre forêt analogue à elle-même. Les deux masses d'arbres en croissance, les deux colosses de racines entrecroisées, s'approchèrent l'un de l'autre lentement, avec prudence, dans un émerveillement mutuel, mais vigilant, étonné de découvrir qu'une autre forme de vie identique eût pu exister tout ce temps. Les deux forêts se rapprochèrent, se touchèrent et se combattirent pendant des années. Durant cette lutte prolongée, pratiquement toute croissance de la végétation dans les portions centrales de la forêt s'arrêta. Les arbres cessèrent de se fournir en branches. Les feuilles, par nécessité,
s'endurcirent et remplirent leurs fonctions pendant de bien plus longues périodes. Les racines se développèrent lentement. Toute la force disponible de la forêt était concentrée sur les moyens d'attaque et de défense. Des murs d'arbres s'édifiaient en une nuit. D'énormes racines, s'infiltrant verticalement dans le sol, creusaient des tunnels longs de plusieurs kilomètres. Se frayant un passage à travers rocs et métaux, elles construisaient une muraille de bois vivant pour endiguer la végétation envahissante de l'adversaire. À la surface, les barrières végétales s'épaissirent au point que sur plus d'1 kilomètre, les arbres se dressaient presque tronc contre tronc. Sur cette formule, la grande bataille finalement s'arrêta. Chaque forêt accepta l'obstacle créé par son ennemi. Plus tard, elle contraignit au même statu quo une seconde forêt qui l'attaquait sur un autre front. Ces limites devinrent bientôt pour la forêt une démarcation aussi naturelle que la grande mer qui s'étalait au sud ou le froid glacial qui régnait tout au long de l'année sur les cimes enneigées des montagnes. À l'exemple des batailles avec les deux autres forêts, la forêt concentra son entière énergie contre le vaisseau envahisseur. Des arbres s'érigèrent à raison d'1 mètre par minute. Des plantes grimpantes escaladèrent ces arbres et se jetèrent elles-mêmes par-dessus le haut du navire. Ce torrent végétal courut bientôt sur le métal pour aller se nouer aux arbres du côté opposé. Les racines de ces arbres prirent profondément assises dans le sol et s'ancrèrent au sein d'une couche rocheuse plus résistante qu'un vaisseau jamais construit. Les troncs s'épaissirent et les lianes grossirent jusqu'à devenir d'énormes câbles. Lorsque la lumière de ce premier jour fit place au crépuscule, le navire était enfoui sous des milliers de tonnes d'une végétation si dense que rien n'en était plus visible. Le temps était venu pour la forêt de passer à l'action destructrice finale. Presque immédiatement après la chute du jour, de minuscules racines commencèrent à tâtonner sous le vaisseau. Elles étaient microscopiques, si petites dans cette phase initiale que leur diamètre ne dépassait pas celui de quelques douzaines d'atomes. Si fines se faisaient-elles que des parois métalliques apparemment solides s'avéraient pour ces radicules n'être que du vide. Elles pénétraient sans effort, tant elles étaient menues, l'acier trempé lui-même. Ce fut à ce moment que le vaisseau réagit. Le métal s'échauffa, devint brûlant, puis rouge vif. Cela suffit. Les minuscules racines se ratatinèrent et moururent. Et les racines plus importantes, implantées près de ce métal, se consumèrent lentement au fur et à mesure que cette chaleur desséchante les atteignait. Au-dessus du sol, une autre violence débuta. Une flamme jaillit d'une centaine d'orifices ouverts dans la paroi du vaisseau. D'abord les lianes, puis les arbres se mirent à brûler. Ce n'était pas l'explosion d'un feu incontrôlable, ni l'incendie furieux sautant d'arbre en arbre avec une irrésistible ardeur. Depuis fort longtemps, la forêt avait appris à maîtriser les feux engendrés par la foudre ou par une combustion spontanée. Il s'agissait uniquement d'envoyer de la sève aux arbres frappés par l'incendie. Plus vert était l'arbre, plus la sève l'imbibait, et plus le feu aurait alors à prendre d'ampleur pour se maintenir. La forêt ne put sur-le-champ se souvenir d'avoir affronté un feu qui put ainsi tailler dans une rangée d'arbres, laissant chacun suinter un liquide visqueux par les crevasses de son écorce. Mais cette flamme le pouvait. Elle était différente. Elle n'était pas seulement flamme, mais aussi énergie. Elle ne se nourrissait pas de bois, mais vivait sur une force contenue en elle-même. Finalement, cette constatation rendit à la forêt sa mémoire. C'était un souvenir aigu, sans méprise possible, de ce qui avait été accompli dans le passé pour délivrer elle-même et sa planète d'un vaisseau comme celui-là. Elle commença par se retirer de la périphérie du navire. Elle abandonna l'échafaudage de bois et de feuillage avec lequel elle avait tenté d'emprisonner cette structure étrangère. À mesure que la précieuse sève réintégrait les arbres, qui maintenant devraient former la seconde ligne de défense, les flammes devinrent plus vives et l'incendie s'amplifia, illuminant tout le paysage d'une lueur féerique. Il s'écoula un certain temps avant que la forêt sût que les rayons incandescents ne jaillissaient plus du navire, et que ce qui restait de flammes et de fumée provenait uniquement de bois brûlant normalement. Cela aussi correspondait au souvenir qu'elle avait de ce qui s'était déroulé bien longtemps auparavant. Frénétiquement, bien qu'avec répugnance, la forêt mit en chantier ce qui, elle s'en rendait compte maintenant, était la seule méthode pour se débarrasser de l'intrus. Frénétiquement, parce qu'elle était terriblement convaincue que la flamme émise par le vaisseau était en mesure de dévaster des forêts entières. Avec répugnance, car le moyen de défense envisagé l'amènerait à souffrir de brûlures par énergie à peine moins violentes que celles qu'avait engendrées la machine.
Des dizaines de milliers de racines s'enfoncèrent vers des terrains et des formations rocheuses qu'elles avaient soigneusement évitées depuis la venue du vaisseau précédent. En dépit d'une hâte nécessaire, le processus en lui-même était lent. De microscopiques racines, frémissantes d'impatience, se contraignirent à s'enfouir dans d'inaccessibles poches de minerais et, par un procédé osmotique complexe, tirèrent des grains de métal pur du minerai impur originel. Ces grains étaient presque aussi petits que les racines qui, précédemment, avaient pénétré les parois d'acier du navire. Ils étaient suffisamment menus pour être transportés en suspension dans la sève au travers du labyrinthe des grosses racines. Bientôt, il y eut des milliers puis des millions de ces grains en mouvement tout au long des canaux du bois. Bien que chacun fût en lui-même imperceptible, le sol où ils furent déposés étincela avant peu à la lumière de l'incendie mourant. Au moment où le soleil de cette planète s'élança au-dessus de l'horizon, un reflet argenté large de 300 mètres entourait tout le vaisseau. Ce fut tôt après-midi que le navire réagit. Une douzaine de sas s'ouvrirent et des engins volants en sortirent. Ils se posèrent et se mirent à écrémer cette poussière blanchâtre avec des bus qui aspiraient la fine pellicule de métal de façon ininterrompue. Ils travaillaient avec de grandes précautions, et 1 heure avant la chute du jour, ils avaient amassé plus de 12 tonnes de l'uranium-235 finement dispersé. À la tombée de la nuit, tous les êtres à 2 jambes disparurent dans le vaisseau dont les sas se fermèrent. Le long vaisseau profilé en torpille décolla en douceur et fila vers le ciel où le soleil brillait encore. La première connaissance de cette nouvelle situation parvint à la forêt lorsque les racines, qui étaient profondément entourées sous le vaisseau, rapportèrent une diminution de pression. Il lui fallut plusieurs heures pour décider que le vaisseau ennemi avait été chassé. D'autres heures s'écoulèrent encore avant qu'elle réalisât la nécessité de déménager la poussière d'uranium demeurée sur le terrain, car les radiations émises s'étendaient trop alentour. L'accident qui se produisit eut une cause fort simple. La forêt avait extrait des rocs cette substance radioactive, et, pour s'en débarrasser, elle n'avait simplement qu'à la remettre dans les plus proches couches uranifères, particulièrement dans ce genre de roc qui absorbe la radioactivité. Pour la forêt, la situation apparaissait aussi claire que cela. 1 heure après qu'elle eut entrepris la réalisation de son plan, une explosion atomique fusa vers le ciel. Cette explosion fut vaste au-delà de la capacité de compréhension de la forêt. Elle n'entendit ni ne vit cette effroyable silhouette messagère de mort. Ce qu'elle ressentit fut suffisant. Un ouragan rasa des kilomètres carrés de végétation. L'onde calorique et la vague de radiation provoquèrent des incendies qui demandèrent pour les éteindre des heures d'effort. La peur s'effaça peu à peu lorsqu'elle se remémora que cela aussi s'était produit dans le passé. Plus nette de beaucoup que ce souvenir fut la vision des possibilités d'action future grâce à ce qui venait de se produire. L'opportunité de l'occasion lui fut claire. Dès l'aube, le matin suivant, elle lança son attaque. Sa victime fut la forêt qui, selon sa mémoire défaillante, avait originellement envahi son territoire. Tout le long du front qui séparait les deux colosses, de petites explosions atomiques se déclenchèrent. La solide muraille d'arbres qui formait les défenses extérieures de l'autre forêt s'effrita devant les attaques successives d'une aussi irrésistible énergie. L'ennemi, réagissant normalement, mit en ligne ses réserves de sève. Lorsqu'il fut pleinement engagé dans sa tâche de reconstruction d'une nouvelle barrière, de nouvelles explosions se déclenchèrent. Elles aboutirent à la complète destruction du gros des réserves en sève de l'adversaire. Dès lors, puisqu'il ne comprenait pas ce qui lui advenait, celui-ci fut perdu. Dans le No Man's Land où avaient eu lieu les explosions, la forêt attaquante envoya une innombrable armée de racines. Chaque fois que la résistance se manifestait, une explosion atomique se produisait. Tôt après le midi suivant, une explosion gigantesque détruisit les arbres composant le centre sensitif de l'adversaire, et la bataille se termina. Cela prit des mois à la forêt, de pousser dans le territoire de son ennemi défait, d'éjecter les racines mourantes de l'adversaire, de déborder des arbres maintenant sans défense et de s'installer elle-même en pleine et complète possession de son nouveau territoire. Dès que cette tâche fut accomplie, elle se tourna comme une furie contre la forêt résidant sur son autre flanc. Une fois de plus, elle attaqua avec la foudre atomique et tenta de submerger son opposant sous une pluie de feu. Elle fut contrée net par une force égale d'atomes en explosion. Ses connaissances avaient transpiré à travers la barrière de racines entrelacée que formait la séparation entre les deux forêts.
Les deux monstres se détruisirent mutuellement presque totalement. Chacun d'eux devint un être mutilé qui dut remettre en branle le pénible processus d'une lente croissance. Comme les années passaient, le souvenir de ce qui s'était écoulé s'estompa. Cela n'avait d'ailleurs que peu d'importance. À cette époque-là, en effet, les vaisseaux affluaient. Même si la forêt s'en était souvenue, ces explosions atomiques de toute façon n'auraient pu avoir lieu en présence d'un navire. La seule méthode pour chasser les vaisseaux consistait à les entourer chacun d'une fine poussière de matériaux radioactifs. Dès lors, le navire raflait le métal pulvérulent et se repliait aussitôt. Et la victoire lui fut toujours aussi aisée.